Je voudrais qu'on revienne un instant également sur les droits de douane et cette guerre commerciale qui est lancée. C'est vrai qu'on a du mal à définir les contours des conséquences de la politique de Donald Trump chez nous. Et là, François Bayrou, toujours dans cet entretien aux Parisiens aujourd'hui en France, le chiffre, lui, ça pourrait nous coûter, la politique de Donald Trump pourrait nous coûter plus de 0,5% de PIB. Ça veut dire des fermetures évidemment d'entreprises, du chômage en masse. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte que cette décision, il le dit, cette décision est gravissime de Donald Trump, parce que je ne sais pas si on a les moyens de s'en sortir. En même temps, il l'avait déjà annoncé, me semble-t-il, dans son programme. Donc Donald Trump, à la différence d'autres pays, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc ça ne devrait même pas nous surprendre, on aurait pu l'anticiper un minimum. Ah oui, vous pensez qu'on aurait dû anticiper? Mais oui, parce que tout son programme, il l'applique. Alors comment anticiper? Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué. On est quand même dans une situation économique pas très florissante. Ouais. Là, j'ai malheureusement pas beaucoup de solutions. Voilà, il dit François Bayrou, Donald Trump ne battra pas en retraite. Il gardera effectivement cette méthode de pression d'un Nathan Devers. Je pense que la notion de guerre économique, on n'est pas loin là, dans l'augmentation de ces droits de douane. Ouais. La notion de guerre économique, elle a un sens si elle s'inscrit dans un projet politique. Quand Ronald Reagan veut faire tomber l'URSS, évidemment, il met aussi en place une guerre économique, mais parce qu'il y avait un modèle de société qui lui plaisait pas dans la Russie. C'était pas juste la Russie qu'il attaquait. Et là, ce qui me frappe, c'est que Donald Trump attaque de façon uniforme aussi bien des pays entre guillemets ennemis. La Chine représente un modèle politique qui est éminemment dangereux, qui menace les États-Unis, l'impérialisme à Taïwan par exemple, mais plus généralement, et qui menace évidemment aussi économiquement les États-Unis. Mais Trump l'applique de façon vraiment égale à des pays qui sont censés être des pays historiquement, métaphysiquement alliés des États-Unis, à savoir les démocraties européennes. Et c'est ça qui est problématique. Si Donald Trump était dans une logique éventuellement un peu viriliste, mais avec un sens derrière, en disant je défends une idée de mon pays, de la démocratie américaine, occidentale, contre le modèle de société des Chinois, contre le modèle de société des Russes, on pourrait dire, bon, pourquoi pas, c'est un peu violent, mais pourquoi pas, il y a une logique. Là, c'est du protectionnisme pur et dur, du nationalisme aveugle à toute nuance entre l'Union européenne et la Chine. Vous voyez, c'est pas la même chose. On peut pas être aussi agressif vis-à-vis de ces deux puissances, et je pense qu'à long terme, ce sera surtout dangereux pour les Américains. Oui, surtout les Américains les plus précaires en réalité, parce que là, on parle comme ça de nous et c'est bien normal, mais les Américains les plus précaires sont ceux qui vont le plus souffrir. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes extrêmement aisées, mais il y a des personnes qui vivent dans des conditions absolument déplorables dont on n'a pas idée. Quand on voyage aux États-Unis, il suffit d'aller un peu plus loin, par exemple à Los Angeles, et on voit des personnes dans des situations vraiment inextricables. Et je pense que ces nouvelles mesures ne vont que les appauvrir. Hein. Oui, que les appauvrir, mais nous, enfin bon, alors les Américains, pardon, j'ai envie de dire, je suis vraiment désolé pour eux, mais d'abord nous. C'est-à-dire que là, les conséquences dont parle François Bayrou, risque de perte d'emploi, ralentissement économique, arrêt des investissements, donc 0,5% de PIB, voilà ce que ça pourrait nous coûter, et déstabilisation de l'économie mondiale. On a les conséquences maintenant, c'est quels sont nos leviers, quelles sont les solutions. Est-ce que vous les avez? Non, je les ai pas. Sarah Salman. On peut identifier le problème. Ouais. Le problème, c'est que le monde était dominé par le libre-échange. Oui. Qu'aujourd'hui, en Europe, on a encore des dirigeants politiques qui croient au libre-échange. Que quand Trump rentre dans une logique protectionniste, il force les dirigeants européens, qui sont pourtant des libre-échangistes, à réfléchir eux-mêmes en protectionnistes, en disant on va prendre des punitions, etc. C'est Emmanuel Macron qui a dit aux chefs d'entreprise, il faut plus investir aux États-Unis. Vous avez vu comme moi l'article dans le Figaro, sur un grand dirigeant d'une grande entreprise française, milliardaire, qui a dit un mot vulgaire, je crois, on s'en fout de ce que nous a demandé le président de la République. Autrement dit, les dirigeants européens pourront utiliser toutes les injonctions protectionnistes qu'ils voudront, ils ne seront pas suivis par le monde économique. Et c'est ça, ce décalage. Et on verra peut-être que ce sera aussi le cas de Donald Trump. Ouais. Et donc, c'est ce décalage entre un monde qui est encore libre-échangiste dans sa structure économique, dans les réflexes, et une politique qui essaye d'employer un langage qui ne marchera pas et un logiciel qui est complètement désuet. Ouais. Mais enfin, quand même, je trouve que c'est quand même une période qui est très compliquée, parce que les Français, moi je vais encore raisonner à notre échelle, vont se retrouver dans une situation économique compliquée. Il n'y a que le pétrole. Qui va baisser, donc le prix à la pompe vont baisser aussi. On est dans une situation compliquée, économique compliquée. Ça va continuer, ça va s'accentuer. On a une société qui est divisée avec des pôles extrêmes. C'est quand même, moi je trouve ça, pardon, mais un petit peu inquiétant. Voilà, non, mais ce que dit Nathan est vrai, c'est-à-dire qu'on va raisonner non plus en libre-échange, mais à prendre des sanctions par rapport à ce que Donald Trump fait. Donc en fait, ça va aussi se retourner contre nous, et je suis même pas sûre que ce soit productif. Chacun va prendre des contre-mesures par rapport aux mesures annoncées en guise de défense. C'est ça qui va se passer en réalité. Après, pour les Français,
Bah oui, on est déjà dans une situation compliquée, mais là, j'ai pas vraiment de solution, malheureusement. Non, bien sûr, mais Nathan Devers. Mieux vaut être dans une situation inconfortable. On est en train de changer de monde. Bien sûr. Ouais. Mais quand même, là où je reste optimiste, mieux vaut être dans une situation inconfortable et difficile, mais libre, que l'inverse. Ouais. Et l'Europe, telle qu'elle était construite jusqu'alors, c'était une Europe qui était certes confortable, mais qui était à genoux devant la puissance américaine. Bien sûr, qui était vassalisée et qui était heureuse d'être vassalisée. Alors moi, je n'aime pas du tout Donald Trump, mais si au moins l'Europe peut se dire à ce moment-là, à partir de maintenant, notre bonheur n'est pas de nous sentir comme l'annexe de la puissance américaine, de nous sentir comme un petit continent, comme une province folklorique, vieille, désuète de Washington ou de New York. Ces gens-là ne sont plus nos amis. On doit être debout. Ouais. Et même si ce sera difficile, même si ce sera moins confortable, au moins on sera debout et la liberté n'a pas de prix. Il me semble qu'il y a aussi une belle occasion qui peut être saisie. Oui, on peut faire un parallèle là aussi avec l'Union européenne où on a abandonné notre souveraineté au fur et à mesure. Au final, on peut absolument plus bouger. Et on n'est pas libre. Mais est-on capable, excusez-moi, de parler d'une même voix déjà, de se mettre d'accord dans l'Union européenne? Parce que c'est bien le problème, ça, Nathan Devers. Effectivement, non, vous avez raison. C'est une belle déclaration que vous venez de faire. Mais pardon. Oui, la France seule ne va pas poser grand-chose. Non, la France seule, oui, ça va être compliqué. On n'est pas capable de parler d'une seule voix, évidemment. Je pense que la question, elle n'est pas là. La question, elle est quel est le pays européen qui va dominer l'Europe? Je pense que c'était pas une bonne chose que l'Allemagne dominât l'Europe. Ouais. Et si aujourd'hui, et c'est d'ailleurs elle qui a été à l'origine de beaucoup de démissions et de défaites sur la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, on la doit aux Allemands. Hein. Ouais. Les Allemands ont fait des catastrophes dans ce domaine, sur leur forme d'égoïsme aussi, concernant la manière dont le libre-échange est organisé même à l'intérieur de l'Europe. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Bien sûr. Si alors la France... Mais alors qui, nous la France qui prend le lead. En tout cas, ça fait quelques mois qu'Emmanuel Macron, là, depuis le retour de Donald Trump, il a pris cette position, il essaye de la prendre, il essaye de l'imposer encore davantage. S'il y arrivait, il arrivera. Mais il n'est jamais très constant dans ses prises de décision. Il est plus audible que les Allemands, pour une raison très simple. C'est qu'au moins la France, et c'est pas que Macron, même François Hollande, ça fait 15 ans qu'elle dit la même chose sur Vladimir Poutine. Ça fait 15 ans qu'elle a le bon diagnostic sur ce qui va se passer en Europe. Ça fait 15 ans qu'elle a le bon diagnostic sur ce qui va se passer aux États-Unis. La France a dit non aux Américains quand ils voulaient nous entraîner dans la guerre en Irak. Elle a dit non aux Américains, même si ça n'a pas eu d'effet, quand ils ont reculé sur l'intervention en Syrie. François Hollande a dit que c'était une erreur énorme de Barack Obama. La France a toujours dit, depuis François Hollande, que Vladimir Poutine était un danger pour l'Europe. La France, pendant que les Allemands racontaient n'importe quoi, se vendaient aux Russes, vendaient l'Europe aux Russes, c'est ça ce que faisaient les Allemands pendant que nous on était sereins, on était stables. Et donc la France a aujourd'hui une parole qui a une crédibilité et qui a une légitimité. Et en cela, je pense qu'elle peut essayer de s'imposer sur la scène européenne. Ça marchera peut-être pas, mais c'est une occasion qu'il faut essayer de saisir par tous les moyens. Il en va de notre patriotisme et il en va de notre liberté. Vous avez raison, voilà. Mais est-ce qu'on aura la force? C'était une vision optimiste, mais je suis pas sûre que ce soit. Enfin, je l'espère, mais que ce soit viable et que la France ait suffisamment de poids pour naviguer seule face par rapport aux mesures que va prendre Donald Trump. J'en suis pas convaincue. Espérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Sarah Salman, j'espère que vous avez retrouvé votre J'espère que mon appel à témoin a été entendu. Peut-être que le chauffeur de taxi nous écoute d'ailleurs. Peut-être que quand je vais descendre dans les locaux, il sera dans le hall. Ah, ça ce serait merveilleux ça. Pourquoi pas les locaux d'Europe 1 dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà. Merci infiniment. Merci Nathan Devers. Merci beaucoup. Il est 19h56 dans un instant, juste après le journal de 20h, je vais recevoir Henri Guénaud qui a signé une tribune dans le Figaro. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, tribune assez sévère avec la justice en réaction à ce qui a été décidé pour Marine Le Pen. On a beaucoup de questions à lui poser. On lui parlera aussi de la guerre commerciale. Henri Guénaud dans un instant dans ce studio, c'est sur Europe 1.